C'est super. Je suis totalement détendu. Naturellement, les serpents bienvenus dans sa maison sont les grandes vedettes des activités organisées pour les touristes. Les spécialistes sont convaincus qu'une personne les ayant approchés d'aussi près ne les verra plus jamais de la même façon et que pour les protéger, il faut d'abord se familiariser avec eux. Othman a décidé de consacrer sa vie à acquérir cette science, ce qui le pousse parfois à relever des défis atypiques et très risqués. Observer les mouvements du serpent est une méthode qui me permet de comprendre son comportement et de commencer à anticiper ses réactions. C'est essentiel. Avant de faire quoi que ce soit, il faut savoir de quoi on parle. Je pense que n'importe où dans le monde, on ne peut pas exceller dans quelque métier que ce soit au bout d'un ou deux jours. C'est pour ça que je fais ces mouvements devant le cobra, pour mesurer la distance de sécurité. Même s'il est à cette hauteur-là, par exemple, je dois connaître la distance appropriée. Comme ça, s'il attaque, au moins, je ne serai pas trop près. J'ai mon propre concept pour comprendre le comportement des serpents. Mais ça n'a rien à voir avec la recherche classique. Quand on m'a demandé ce que je voulais faire, et que j'ai dit « je veux être enfermé dans une pièce avec des cobras », on m'a pris pour un fou. À l'époque, ma femme était enceinte de notre deuxième enfant. Combien il y en avait? Une centaine. 27 jours. Du 6 décembre 1998 au 2 janvier 1999. Avec 150 cobras venimeux. Je me suis fait mordre 3 fois dans cette pièce. Le premier jour, j'ai été mordu ici. Le deuxième jour, ici. Et le quatrième jour, il ne m'a pas raté celui-là. Cette chorégraphie, créée par Othman en personne, a été au centre d'un autre événement important dans sa vie. Le jury du championnat du monde de manipulation de serpents a été stupéfait de voir un jeune homme de 24 ans qui participait pour la première fois à cette compétition manipuler un cobra royal, ce qui lui a même valu de remporter le titre. Et c'était mérité vu qu'il s'agissait de quelque chose d'absolument unique et inédit, tout comme sa façon de communiquer avec un gros serpent venimeux. Ça prouve bien que quand on veut se lancer dans quelque chose alors qu'on n'a absolument aucune expérience, il faut d'abord observer. Il faut apprendre à connaître l'animal. L'observation des serpents est l'une des bases sur lesquelles Othman a fait travailler son imagination pour élaborer la chorégraphie qu'il a réalisée au championnat du monde. L'autre est le Pencak Silat. C'est un art martial traditionnel pratiqué en Malaisie et dans d'autres pays du même environnement géoculturel. Contrairement à d'autres arts martiaux, le Pencak Silat nécessite d'être accompagné par un orchestre d'instruments traditionnels, bien que ce soit les combattants qui donnent le rythme avec la vitesse de leurs mouvements.
L'archipel de Langkawi est l'une des plus belles merveilles naturelles de la Malaisie. En 2007, l'UNESCO en a apporté la confirmation en le reconnaissant comme le premier et unique géoparc pour la Malaisie et toute l'Asie du Sud-Est. Cette reconnaissance cruciale vise à encourager les locaux à apprécier et protéger la richesse naturelle qui les entoure et à profiter de ces ressources dans une optique écologique. L'eau a façonné ces paysages où prédomine la forêt. Elle présente une immense biodiversité animale et végétale avec laquelle ses habitants vivent en harmonie. Othman et sa famille vivent sur l'île de Langkawi, la plus grande de l'archipel et qui porte le même nom. L'archipel est constitué de plus d'une centaine d'îles dans la mer d'Andaman, dont seulement 4 sont habitées. Comme Othman et sa famille, la majorité des habitants sont de religion musulmane, qui est la religion officielle en Malaisie. Mais cette prédominance n'empêche pas une coexistence sereine avec d'autres fidèles résidant à Langkawi. La culture de l'île est aussi variée que ses paysages. Pendant des siècles, elle a accueilli des gens d'origine, de croyances et de traditions très différentes. Chaque jour à Langkawi, les prières aux divinités hindoues ou les chants des moines bouddhistes viennent se mêler aux incantations du muezzin. Othman est également intimement persuadé qu'il est vital de partager notre environnement naturel et de le préserver pour les générations futures. Je suis convaincu d'exercer le métier qui me correspond aujourd'hui. Je suis devenu guide touristique. Parce qu'on fait actuellement face à de nombreux problèmes en rapport avec Mère Nature. C'est pour ça qu'on doit partager nos connaissances avec les jeunes générations. C'est vital. C'est le meilleur moyen qui soit pour leur faire comprendre les choses. Au lieu de laisser les jeunes livrés à eux-mêmes, à lire tout et n'importe quoi, ou à regarder des vidéos sur Internet, c'est mieux de les accompagner et de les laisser faire leurs propres expériences sur le terrain, les laisser toucher, les laisser observer, les laisser sentir et ressentir la véritable mère nature. Beaucoup de gens cherchent comment réduire le stress qu'ils subissent au quotidien. C'est pour ça qu'ils viennent dans la magnifique forêt vierge. De par son étendue et sa biodiversité, le marais à mangrove est l'un des écosystèmes les plus importants de l'île. C'est un territoire qui se définit par l'apparence de son périmètre et le concept de survie dans un environnement hostile. Les arbres qui constituent la mangrove sont capables de pousser dans des sols gorgés d'eau salée. Othman organise souvent des visites guidées dans ces forêts poussant dans l'eau salée pour montrer aux participants la diversité de leurs espèces animales et végétales, ainsi que l'importance de cet écosystème côtier unique pour l'environnement. La traversée des eaux les plus proches de ces zones habitées révèle aux visiteurs l'influence négative de l'homme sur la mangrove, sous la forme de détritus flottant à la surface ou s'accumulant le long des rives. Les chiens ont également élu résidence dans la mangrove, à la recherche de ce qu'on leur refuse habituellement dans les villages. Ils se partagent le territoire avec le martin chasseur à collier blanc, un chasseur patient s'il en est.
Il cherche des postes de guet bien dégagés où il peut rester pratiquement immobile pendant de longues périodes en attendant que se présente une proie inattentive. Crabes, insectes, amphibiens et petits reptiles peuvent ainsi être victimes de son bec puissant. L'incroyable périophtalme géant peut également figurer au menu du martin-chasseur à collier blanc. Il vit hors de l'eau grâce à sa capacité à respirer par les pores de sa peau, les muqueuses de sa bouche et de son pharynx. En le voyant se déplacer dans la boue, on n'a aucun mal à s'imaginer comment la vie marine est née, il y a des centaines de millions d'années, pour coloniser les terres émergées. Les marais à mangroves nous mènent vers une famille de macaques crabiers, occupés à chercher la nourriture qui leur a valu leur nom. Ce sont des animaux sociables qui se retrouvent en groupe, régis par un ordre hiérarchique strict. Les femelles qui forment le noyau stable du clan s'occupent des petits, pendant que les mâles apaisent tous les éventuels conflits et surveillent les alentours pour détecter les menaces. En plus des crabes, leur mets préféré, cet environnement leur apporte une nourriture abondante et variée, de manière irresponsable dans la mangrove. Voici un autre habitant de la mangrove qui aime les crabes, le varan malais. Le varan de Komodo, c'est le plus grand de la famille de ces impressionnants reptiles. Le varan malais se déplace librement à travers le labyrinthe de racines de la mangrove, s'enfonçant dans la quête d'une proie. Il peut s'agir de pratiquement n'importe quel animal qui croiserait son chemin. En plus des crabes, des amphibiens, des poissons et des petits mammifères, même les jeunes crocodiles devraient se tenir à distance de ce formidable prédateur. Sans parler bien sûr des diverses espèces de serpents avec qui ils partagent la mangrove. Ce serpent a une taille adulte. À marée haute, préfère rester dans les branches les plus basses des arbres de la mangrove pour être repéré moins facilement. En réalité, pourquoi les serpents mordent-ils les hommes? Parce qu'on les touche sans le faire exprès. Les serpents font tout leur possible pour éviter l'homme. Depuis la mise en place du plan national d'écotourisme sur l'île en 1997, le nombre de cas de morsures de serpents a chuté. Avec ses visites pédagogiques du marais à mangrove, Othman ne fait pas qu'éveiller la conscience écologique des touristes. Il en profite pour aller encore plus loin, en leur permettant d'assister au retour à la liberté dans la mangrove de certains de ses protégés. Là, je vais relâcher un crotale des mangroves dans la nature. Après l'avoir capturé, on a effectué des recherches sur ce spécimen pendant 2 à 3 mois. Maintenant qu'on a terminé, on va lui rendre la liberté et il va retrouver son habitat.
Il est énervé. Il mord la pince. Il a lâché du venin. Du moment que je le tiens, il n'y a pas de danger. C'est une femelle. Ça se voit à la queue qui est plus courte. Elle ne sait pas encore trop quelle direction elle va prendre. Elle peut partir dans un sens ou dans l'autre. On ne sait pas. Othman passe de l'environnement humide et inextricable du marais à mangrove aux hauteurs de Langkawi. En mission de sauvetage, il emprunte la route qui monte en lacet le long des pentes de Gunung Raya, la plus haute montagne de l'île. Les serpents, en cherchant l'asphalte chauffé par le soleil pour élever leur température corporelle, risquent de se faire écraser sur la route. L'île de Langkawi abrite un oiseau extraordinaire, la plus grosse espèce locale, le calao bicorne. Sa méthode de reproduction est aussi atypique que son apparence. Le mâle force la femelle à s'isoler dans un trou, dans la terre et la boue, à l'intérieur d'un tronc d'arbre. Il ne reste qu'un minuscule passage à travers lequel il nourrit sa partenaire ainsi que les petits durant les premiers jours de leur vie. Les calao bicornes partagent les hauteurs de la forêt avec les semnopithèques obscurs. Ces petits primates vivent en groupe d'une douzaine d'individus comportant un mâle dominant. Les petits viennent au monde avec un pelage orange très voyant qui deviendra noir en grandissant. Un serpent ratier des mangroves est le premier à être sauvé par Othman et sa famille d'un accident fatal de la circulation. C'est un serpent arboricole dont le venin n'est pas mortel. Ils peuvent mesurer jusqu'à 10 mètres et demi quand même. Personnellement, je n'en avais jamais vu d'aussi gros. Ce spécimen a une couleur ordinaire. Il y a une autre espèce de serpent ratier, beaucoup plus rare, qui a une couleur brun doré. Je n'en ai vu que 2 fois depuis 20 ans que je manipule des serpents. Je m'attendais à en voir beaucoup plus sur cette route, écrasée par des voitures. Il y en a moins cette saison. Par contre, aux alentours de février-mars, c'est-à-dire durant la saison sèche, ils doivent descendre toujours plus bas afin de trouver de l'eau. Et c'est là qu'ils peuvent se faire écraser par un véhicule. Vous avez vu, il y avait un gros varan sur l'arbre là-bas. Ce sont des varans, pas des iguanes? Vous voulez dire de cette taille? Oui. Oui. Ce sont des varans? Non. Pas des iguanes? J'espère que vous en trouverez d'autres. Merci, au revoir. Bonne journée. L'équipe d'intervention repart en quête d'un endroit approprié où le serpent pourra retrouver sa liberté à l'écart des dangers de la civilisation. Ce n'est peut-être qu'un petit geste, un acte simple sans répercussion notable. Mais pour Othman et sa famille, c'est toujours une vie épargnée. Relâcher ce serpent venimeux dans son habitat forestier
est un moment de bonheur, car il symbolise également toute la volonté du guide d'être le gardien des serpents et de leur fragile écosystème. On n'est ni contre le développement économique, ni contre la culture de l'huile de palme, mais on doit trouver un modèle plus durable. C'est très important. Si l'on ne s'engage pas pour un système plus écologique, au bout on souffre, notamment les jeunes générations, et on finira par perdre notre magnifique végétation. Et pour que les arbres atteignent cette taille, ça ne prend pas 5 ans. Pour qu'ils soient comme ça, mais on ne peut pas rester ici à attendre pendant plus d'1 siècle. Alors c'est mieux d'encourager la préservation. À Langkawi, on a beaucoup de chance. Entre 50 et 60% du territoire sont des zones protégées. Aujourd'hui, on va essayer de développer de plus en plus la plantation de nouveaux arbres, sensibiliser encore davantage